après-midi magicienne, d'oracle en course vagabonde. Au passage de ce qui arrive, un génie allume ses lampes. Voici qu'il pastelle les eaux, tel un peintre qui chante, qui danse et se réalise dans ses tableaux. La grâce a ceci de remarquable. Elle lève toujours sa main au ciel pour saluer le genre humain. Elle n'a de cesse de lui dire : vivre, c'est voyager. Et voyager, c'est se rendre saisissable à ses propres seuils. Désormais, elle éclaire nos routes.
En un tour de main, la nature a changé de peau avec justesse. Et à grand renfort de soleil, j'entends la voix d'une contrée pleine d'images immuables. Des espaces s'ouvrent, pareils à un phare végétal qui vient de s'allumer, tout dans la douceur et dans la lumière. Peuple des ailes, ô famille du ciel et des premières chaleurs, dans un décor de pierre, sauvage et de grandes reculées, tu rejoins le haut du printemps. Et pour moi, l'homme qui passe, rien de tel pour se laisser ondoyer et solfier avec toi un morceau d'âme en lecture de plume à ce même instant. Des vignobles jusqu'à ces fossiles de pentacrine. Le grand silence fait écho dans les rondes des saisons. Puis un jour,
Il enfante un or jaune dans une coquille de noix. Après les pluies, les étoiles en résurgence s'avisent et annoncent la venue d'un nouveau-né au nom de vin jaune. Et telle une mère aime chacun de ses enfants, la famille vigneronne veille le cœur à l'ouvrage sur ces terres à chaque instant. Et qu'importe le temps. Septembre arrive et se forme, il se déforme. La magie de nouveau apparaît. Terre jurassienne, l'homme de la terre, présent à ce qui ne s'interrompt jamais, livre au ciel l'un de ses secrets. Jamais, jamais rien ne saura nous séparer. Et quand la terre s'ouvre à la graine, je serai toujours là, à tes côtés. Je t'aime.
Aujourd'hui encore, je suis coursière de messages et de vie. 4 saisons, oui, un seul être. De pluie en blancheur d'écume, le printemps à chaque fois me révèle, avec les passeurs de lumière, et quels que soient les siècles à venir, jamais, jamais ne pourrait m'évaporer. Bonjour et bienvenue à l'atelier des drôlipathes, qui redonne place au souffle et à l'écume des 4 saisons. Les êtres purs du pays des enfants prennent vie et nous évoquent l'intime universel. Une voûte extraordinaire en tuf. Ouais, je l'avais jamais vu d'ailleurs. Mais voilà, bah alors bonjour. Bonjour Thierry. Et enchanté de faire votre connaissance et puis merci de votre participation à ce petit reportage. Hein. Puis on se réjouit de découvrir votre travail, quoi. Très enchanteur. Des personnages donc végétaux, hein. Oui. Voilà, c'est-à-dire alors. Ben, je vous invite à les regarder de plus près, c'est plus facile pour en parler quand on les regarde. Du coup, la base de mon travail, c'est la collecte de végétaux, donc que ce soit au jardin, à la cuisine, en sauvage, tout ce que je peux conserver, je le rapporte à l'atelier. Donc en amont, il y a un gros travail de tri des végétaux et puis voilà, de rangement pour que moi après je puisse bien les voir pour les travailler. Ensuite, bon, les personnages, ils ont été conçus, maintenant je les refais. Enfin, il y a tout un travail il y a eu tout un travail de recherche et d'assemblage, comment les assembler, comment les mettre en place, qui s'est fait au cours des années. Et donc après, en fait, je perce tous mes éléments et ensuite ils sont assemblés au fil et à l'aiguille. Au fil et à l'aiguille. Voilà, le principe d'assemblage, c'est de la couture. D'accord. Donc il faut imaginer que chaque petit élément est percé et après j'assemble tout avec de la couture en fait. Et la particularité du fil aussi, c'est que c'est un fil d'ortie. Donc là c'est le hasard de la rencontre. J'avais rencontré des dentelières qui utilisaient ce fil et qui m'a bien plu. Et que j'aurais pu utiliser un autre fil, de coton, de lin ou de chanvre. Mais du coup j'ai adopté celui-là et après une fois que j'ai terminé, donc je le retins au brode noir. D'accord, oui. Et puis, il y a des thèmes particuliers sur ces personnages végétaux ou c'est vraiment imaginaire, c'est une inspiration Alors, des contes, féeries, celtiques, je sais pas. Il y a un petit peu de tout, je pense. Après, ils sont nés à une période, j'ai toujours aimé, je suis très contemplatif par rapport à la nature, et j'ai toujours aimé bricoler avec ce que j'avais sous la main.
Et ils sont donc j'ai bricolé ces petits personnages au printemps 2007 et il se trouve qu'ils m'ont fait du bien. Et enfin, voilà, et donc du coup c'est de là qu'est né leur nom, les drôlipathes, et avec le THE en référence aux homéopathes, aux naturopathes, enfin aux thérapeutes qui prennent soin des autres, parce que c'est vraiment ce que la nature à travers eux m'a fait. Et donc chaque personnage porte une petite joie. Il témoigne, enfin pour moi il témoigne vraiment de cette amitié qu'il peut y avoir réciproque entre le monde végétal et l'être humain. Et donc c'est pour chaque personnage en fait, sur le personnage ils portent tous un nom. Par exemple lui s'appelle Un temps pour tout. Et ici celle-là avec sa petite théière, c'est une infusion de bonheur. D'accord, donc chaque personnage porte un nom et il est individualisé, d'accord. Et après c'est vrai qu'on est, enfin voilà, c'est des petits, j'ai toujours eu, enfin j'aime bien travailler petit et puis la personnification, et donc ce sont des petits personnages, et effectivement qui peuvent faire penser à des lutins ou à des petits êtres de la nature par leur garde-robe. D'accord, et puis en plus il y a toute une voilà, là c'est manière de faire la prolongation où du coup ils ont été mis en scène. Alors l'histoire des cartes postales, c'est on a commencé tout simplement avec mon frère en se promenant dans le jardin des parents, lui avec son appareil photo et puis avec les drôlipathes, et on a pris des photos des personnages directement dans la nature. Après on a fait une expo avec en famille, et donc ils étaient exposés dans des peintures à l'huile. Et du coup, de voir les personnages sur le fond des peintures à l'huile, ça donnait envie de faire les cartes postales avec le fond peinture à l'huile. Et après, comme je vous disais, les personnages, ils ont leur petit nom, leur petite joie. Et quand j'ai commencé, en fait, leur nom n'était pas forcément intégré au personnage. Et très vite, je me suis rendu compte que les personnes les adoptaient, autant pour le personnage que pour le nom. Donc j'ai voulu mettre le nom en scène aussi sur les cartes. Oui. Et donc est née cette collection-là, où du coup j'avais le nom et du coup à imager une fausse petite enveloppe. D'accord, oui. Et après, pour aller plus loin, j'ai travaillé avec un photographe et une graphiste, pour aller plus loin dans le monde de l'illustration, et où là on a travaillé 4 thématiques différentes. Donc celle-là c'est la thématique publicité ancienne, il y en a un vieil herbier, photo de famille, et où on a repris les enveloppes. Où là vraiment moi j'avais conçu un peu, imaginé tous les univers, et c'est la graphiste qui a créé tout l'univers de derrière en fait. Donc là ils ont été détourés de leur fond originel pour être mis en scène sur un fond graphique. Ah c'est merveilleux, ouais. Donc les autres collections que vous avez là. Alors on va aller les voir. Voilà. Donc là c'est avec la collection Vherbier. Où par exemple, voilà, on reprend le nom commun, au gré des vents, l'oignon scientifique Stella Periplus, son habitat, l'étoile du berceau. Donc là, ici, il est mis en scène comme ça. Ah oui, d'accord, ouais. Donc là, c'est une série sur les photos de famille, donc avec le couple, l'arrivée de l'enfant, la relation avec les grands-parents ou en famille. Ouais. Et puis là, donc on a repris les vieilles petites enveloppes que moi j'avais travaillées en bidouillant et que là, du coup, l'art graphiste a refait proprement. Où là, le nom est mis en scène à travers une fausse adresse. Ah, c'est vraiment magnifique. Oui, oui, puis ils sont tellement vivants, expressifs. Ils sont, comme on dit, il y a de l'âme, voilà. Comme ça vient de la nature. Mais bon, c'est quand même tout un art moi j'imagine, de perception, d'observation, de voir qu'est-ce que ça peut donner en fait, quoi. C'est là que un des plus grands travaux, donc vous dites, c'est d'assembler tous les végétaux, hein. Oui, ça fait partie du travail. Après, il y a vraiment... il y a eu tout le travail déjà de conception en amont de l'ensemble, que ce soit sur la gestion de la matière première, de l'assemblage et de la création, de la conception de l'univers. Et puis après, voilà, il y a le chantier quotidien pour alimenter les végétaux, les trier, les conserver, les percer, les assembler, effectivement. Et il y a des saisons plus particulières? C'est forcément différent. Plus propices? Oui, oui, propices, oui, elles ont chacune leur couleur. Et donc... oui, il y a autant la saison, je dirais, de l'extérieur,
que ma saison personnelle intérieure en tant qu'artisan et qui voilà où sur des instants, voilà, soit c'est le végétal vraiment qui va me guider vers quelque chose, soit je vais vraiment aller chercher le végétal dont j'ai besoin pour faire un truc très particulier. D'accord, soit ouais, c'est le végétal qui vous indique, et il y a l'automne, le printemps, plutôt l'automne ou... Bah, en cueillette, sauvage, ouais. il y a beaucoup l'automne, effectivement. Beaucoup Après, il y a l'automne. des choses qu'on fait pousser au jardin, donc voilà. Et puis, il y a des choses que je ramasse toute l'année. Oui, ouais. Donc, mais oui, en cueillette sauvage, les marrons, les chênes, tout ça, les glands, c'est vrai que c'est beaucoup en automne. Oui, donc c'est ça, il y a un gros travail de trouver tous les matériaux, Voilà, de les trier, ouais. de les sécher, et après voilà. Après, il n'y a plus qu'à. Oui, parce qu'on voit, ça paraît très simple, mais quand on voit la finesse, hein, enfin la finesse des assemblages, on voit que même c'est des grains de maïs, enfin je veux dire les choses. Dans les plus petits, c'est les lentilles que je perce. Et des lentilles, ouais, c'est... Alors je peux imaginer, que dans la chambre des enfants, ça doit être quelque chose d'extrêmement apprécié. Oui. Par la douceur et puis tout ce que ça véhicule comme tendresse et puis comment dire... ouais, une tendresse de la nature qui est merveilleuse, quoi. C'est fabuleux, c'est de voir la diversité, en fait, hein. C'est... on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un thème avec des personnages, mais en fait, c'est... Il y a autant de personnages que de thèmes, quoi. C'est à chaque fois nouveau. Puis vous faites ça depuis longtemps, alors? Ça fait 15 ans. Oui. Ah ouais, quand même, hein. Ah ouais, là, ça, c'est une pure merveille, quoi. Et puis vous exposez assez régulièrement, ou bien? Oui, il faut bien, oui. Donc du coup, il y a ici. Après, on ouvre une expo. Vous l'avez peut-être vu, du coup, en vous baladant dans l'abbaye. Oui. Les artisans. Oui, celle-là, alors oui. Oui, ça, ils sont toujours là-bas, oui. Donc ça, on ouvre 6 mois de l'année. On vient d'ouvrir, en fait. Puis après, je me déplace, oui, sur les expos. Puis vous parliez d'un côté thérapeutique en construisant en fabriquant les drolipates par rapport au calme, et est-ce que ça amène au niveau créatif et joie? Oui, moi, c'est vrai que quand ils sont nés, ils m'ont fait du bien. Ouais. Ah bah oui, je peux l'imaginer alors. Oui, parce que chaque représentation est vraiment unique, quoi. Genre, même, là, vous travaillez avec des feuilles, par exemple, ici. Oui. Hein. Donc, c'est des feuilles séchées, quoi. Voilà, séchées et glycérinées, les feuilles. Glycérinées, d'accord, bah dis donc. Donc, ce qui fait qu'elles restent souples. Et après, moi, je les travaille comme du tissu. Et vos principaux clients, c'est plutôt quoi, des mères de famille, des gens qui sont dans les décors Comme vous disiez, c'est beaucoup les familles pour les chambres d'enfants. Ouais. Pour les chambres d'enfants, hein. Ou décoration de maison, mais c'est vrai que pour les naissances, ils sont souvent adoptés, ou pour les mariages, ou pour... Et les drolipates, donc c'était il y a 15 ans.
Et c'est vrai que c'est un... Enfin, voilà, moi je trouve les moines s'y sont pas installés non plus par hasard. C'est un beau lieu et qui pousse à l'introspection, à la création, à la contemplation. C'est vraiment un lieu magnifique, oui, voilà, qui inspire, je trouve. Ils sont nés là, c'est pas par hasard. Oui, il y a un côté hors du temps un peu, hein. Et c'est vrai quand on arrive, que ce soit par le haut ou par le bas, on a l'impression d'arriver dans un lieu qui ne change pas, qui garde son cachet, quoi. En tous les cas, je vous remercie infiniment. Ben merci aussi d'être venu jusque-là. Oui, mais c'est que du bonheur. Et puis alors, cette voûte en tuf, c'est vraiment quelque chose d'assez rare. Hein, ouais. Et vous savez combien de temps elle a, ou la fabrication, non, hein, non, construction. Après non. Le tuf, le clocher de l'église est en tuf. Vous voyez les cascades de tuf, c'est une roche qu'ils avaient sous la main pour faire, mais après je sais pas de quand date cette cave. Bah écoutez, je vais vous laisser les coordonnées pour comme ça, quand le film sortira, vous aurez tout ce qu'il faut. Et puis au plaisir. Au plaisir, oui. Et merci beaucoup. Merci à vous. Ben voilà, coucou, nous revoilà. Alors là, on est à l'intérieur, tout proche de l'abbaye, quoi. Mais il y a plusieurs artisans qui se sont installés. Et là, on va aller à la rencontre des joyaux de la terre. Et on va découvrir le travail de Amandine Forestier. C'est vrai qu'il y a la gentillesse de bien vouloir participer à ce reportage. Voilà, enchanté. Bonjour. Là, c'est la caverne d'Ali Baba un peu, hein. C'est un petit peu ça, oui. Avec plein de minéraux, pour ceux qui aiment. Enchanté. Voilà, puis merci d'avance déjà de participer à ce beau reportage. Avec grand plaisir. Puis alors dites-moi, vous êtes donc lithothérapeute alors? Tout à fait. D'accord. Ça veut dire que j'utilise les énergies des pierres, des minéraux pour apporter du bien-être, pour aider certaines personnes en développement personnel ou autre. Voilà, donc j'ai un cabinet à Lons-le-Saunier et j'ai ma boutique de minéraux saisonnière d'avril à fin octobre ici à Beaumont-les-Cieux. D'accord. Et puis pour faire des bijoux et puis pour guider les gens aussi dans leur choix de pierre. Voilà. Vous connaissez un petit peu les minéraux? Oui, un petit peu, oui. Ouais. Oui, j'adore. Moi, j'adore les minéraux, ne serait-ce que pour leur beauté. Oui. Après, je sais que c'est très utilisé sur les méridiens. Tout à fait. Ou les pierres noires pour la douleur. Mais après, non, je ne connais pas plus, quoi. Hein. Moi, je suis arrivée avec les minéraux par la passion de la minéralogie, donc la beauté des minéraux. Je suis gémassienne, donc aussi ici, on en a beaucoup. Et il fait aussi les minéraux, c'est très proche. Donc c'était déjà la beauté des minéraux qui m'a intéressée en premier lieu, et ensuite j'ai appris petit à petit à prendre conscience de l'énergie des pierres en fait. Donc effectivement qu'elles ont toute une énergie particulière et qu'elles peuvent apporter un bienfait selon leur usage, selon comment on les utilise, et j'ai voulu apprendre tout ça. J'ai fait une formation de 3 ans pour apprendre tout ça.
D'accord. Et l'énergie, elle est aussi dans, comment on pourrait dire, la structure atomique de la pierre? Tout à fait, oui. En fait, elle dépend du système cristallin des pierres. Donc il y a 7 systèmes cristallins pour toutes les pierres et un autre groupe qui s'appelle amorphe. Et en fait, cela dépend de la position des atomes donc, au sein du minéral. Et cette position va transmettre une sorte d'action d'énergie particulière en fait, à la pierre. Il n'y a pas que ça, il y a également la composition chimique qui rentre en jeu et la couleur qui va être déterminante aussi pour les propriétés de la pierre. Mais également aussi, enfin il y a plein de choses en fait, la façon dont la pierre a été formée, par exemple une pierre volcanique comme celle-ci qui est de l'obsidienne, qui est une pierre donc volcanique qui est issue du refroidissement assez rapide de la lave, va être complètement différente qu'une pierre qui a mis plus de temps à se former. Alors tu vas en prendre la pyrite, qui est un cristal cubique et qui va former donc des petits cubes. Alors là j'ai pris celui-ci, mais c'est encore plus marquant sur ceux-là, qui sont des cubes naturels en fait, donc pas du tout taillés par l'homme. Oui, c'est une structure. C'est une structure parfaite en fait, c'est un cube parfait parce qu'au niveau atomique, les atomes se mettent en cubes. Donc en fait, quand il y a l'espace et conditions idéales, le minéral va créer un cube à l'échelle humaine. Et donc voilà, c'est deux types de choses très très différentes. Celle-ci a mis beaucoup de temps à se former et celle-ci beaucoup plus rapidement. Et donc au niveau atome, par contre, les atomes ici, on dit amorphes, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de se structurer et que c'est un petit peu dans tous les sens. Et là, on a deux énergies complètement différentes. Une qui va être bien cadrée et l'autre qui va être plutôt justement ouverture, libre arbitre, etc. Donc voilà, c'est les types de choses qu'on peut rencontrer en lithothérapie. À noter qu'on a plus de 500 pierres, on utilise plus de 500 pierres en tout. D'accord, disons, Donc ça fait beaucoup de choix, beaucoup d'énergie, beaucoup de propriétés qu'on peut utiliser. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est qu'on finit jamais en fait de découvrir. De les découvrir, tout à fait. Ouais. Voilà. Et puis, je sais pas sur un plan poétique ou physique, on dit que la lumière pénètre donc la terre. Et que les minéraux se forment dans l'obscurité et avec la chaleur de la terre et au fil du temps. Ça vous dit quelque chose comme analogie ou... Pour moi, les minéraux, c'est vraiment le fruit de la terre, donc c'est vraiment une association de forces telluriques et de notre terre. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs, tout à fait. Donc et pour moi, c'est vraiment le fruit que l'on va chercher en fait au sein de la terre et que l'on fait ressortir à la lumière. C'est rare en fait les minéraux qui sont à la surface de la terre. Il y en a, mais c'est rare. Mais on peut dire que c'est de la lumière qui se cristallise dans les profondeurs. Poétiquement, oui, on peut le dire. Je pense que oui, on peut y voir des symboliques en fait, tout à fait. Parce qu'on peut voir que quand même la profondeur de la terre, ça doit être c'est de l'obscurité. C'est de l'obscurité, mais en même temps, c'est aussi des forces immenses, c'est une chaleur très très dense. Ouais, parce qu'on voit ce qui sort, c'est... Ah ouais, c'est tout à fait... c'est assez... c'est lumineux, quoi. Et il faut vraiment penser qu'un minéral comme ça, en fait, n'a pas atteint sa finalité. Ouais. En fait, les minéraux sont dans un cycle et ils continuent en fait à se transformer. Alors nous, on a la chance de les voir dans cette étape, mais bien sûr, après notre disparition, ils vont continuer à se transformer, à se transformer en d'autres minéraux en fait. Ils vont être érodés, recristallisés, c'est tout un cycle en fait. Et moi j'aime bien dire qu'on est juste là à un moment donné et on a la chance d'avoir ces cristaux entre les mains. Si par malheur ils cassent, c'est pas bien grave en soi parce que ça fait partie de leur histoire et qu'ils vont continuer à se transformer en d'autres choses. Voilà. Mais c'est vrai que les Grecs disaient que le cristal de roche, alors je vais vous montrer ce que c'est, c'est ça. Le cristal de roche, en fait, c'était de la glace qui s'était fossilisée. Ils pensaient que c'était de la glace qui s'était durcie avec le temps, en fait. Et pour eux, c'était tellement limpide que ça ressemblait à de la glace. Et ils avaient fait cette symbolique aussi. D'accord, oui. Donc c'est assez beau, j'aime bien. Mais de tout temps, de toute manière, les hommes ont adoré, ont toujours été très proches des pierres. Des pierres, des minéraux. Tout à fait. Dans toutes les civilisations, on retrouve des traces et on voit que l'humain a toujours été fasciné en fait par ces minéraux, la couleur, les formes, etc. On dit que les Égyptiens, ils avaient aussi un lien avec le lapis lazuli. Oui, avec les symboliques là, il y avait beaucoup plus de symboliques spirituelles avec les Égyptiens et le lapis lazuli permettait. En fait, pour eux, c'était
il faisait la symbolique avec le ciel de la nuit, en fait. Donc ce bleu intense et avec toujours des petits morceaux de pyrite, donc les étoiles. Je vais vous montrer ce que c'est là, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça, en fait, du lapis lazuli. Ah ouais, d'accord. Et donc il faisait vraiment le parallèle avec la nuit, enfin le ciel de nuit avec les petites étoiles qui sont représentées par la pyrite. Et du coup, pour eux, le lapis permettait aux âmes en fait, de voyager plus facilement. C'est pour ça qu'on va les retrouver dans tous les tombeaux de pharaons, mais pas que. Et c'était une pierre vraiment sacrée en fait pour les Égyptiens. Alors pas que, il n'y a pas que celle-ci, il y en avait d'autres. Mais c'est la plus connue, le lapis lazuli. D'accord, ben dis donc. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toujours soit une attirance juste pour l'esthétique de la pierre, soit vraiment une utilisation plus spirituelle, en fait, de la pierre. Dans toutes les civilisations, donc égyptiens, mais pas que, on a les Mayas, on a... Puis là, on a plein d'autres choses. Je vois que mon regard est attiré par une forme ovoïde. Parce que moi j'ai fait beaucoup de pierres sèches en Suisse, et un jour j'ai fait une forme ovoïde dans l'eau, et j'ai tenu une Shiva Lingam pendant plusieurs jours dans mes mains, pour m'imprégner de qu'est-ce que c'est une forme ovoïde là. Puis là j'en vois une qui est magnifique. Ouais, ça c'est un très très beau Shiva Lingam. Ouais, ça c'est... waouh. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une pierre qui vient d'une rivière très particulière en Inde, où en fait on va retrouver ce type de forme de pierre dans le lit de la rivière en fait. Ah, ça, c'est des bijoux, et là c'en est un grand, en général c'est des petits qu'on va retrouver. Ben, je vous retrouve plus tard. Oui, avec je vais vous avec des clients. À tout de suite. À tout de suite. Alors voilà, coucou, nous revoilà. Et on continue. Oui, vous pourrez parler, par exemple, prendre deux exemples de pierres que vous aimez, enfin, que je pense que tout le monde aime particulièrement, c'est par exemple l'améthyste. Alors, l'améthyste, c'est une pierre qui est très très bien pour tout ce qui est réveiller la spiritualité. Quand on a des difficultés, on est trop terre à terre, on est trop dans le quotidien et qu'on a envie d'apporter un peu de légèreté dans sa vie, l'améthyste est très très bien pour ça. C'est vraiment une pierre qui va agir sur le mental, mais de manière à l'ouvrir en fait, et pas le laisser cantonner au quotidien. Donc par exemple, ce type de cristal qu'on peut retrouver ici est très bien à poser par exemple sur une table de chevet ou sur une table dans un salon, parce que ça apporte une atmosphère très douce pour une famille par exemple, et ça aide aussi à dormir, donc c'est particulièrement conseillé pour une chambre. Donc on conseille en général les gros, voilà, les morceaux un peu de taille imposante pour un espace. Et si vous voulez l'utiliser pour vous, eh bien je vous conseille plutôt d'utiliser par exemple, là je l'ai sous forme de boucle d'oreille si j'appelle. Voilà, plutôt en bijou, donc là je vous montre une boucle d'oreille, mais vous pouvez le porter également en pendentif ou encore en bracelet. Et ça, c'est fabrication Amandine. Fabrication maison. Tout à fait, sur plaque et or. Ouais. J'essaie toujours de proposer des choses qu'on ne trouve pas partout. Et il y a des gens qui arrivent, donc on va refaire une petite pause. Voilà. Coucou, on se revoit après. On se revoit après. Voilà, là on est devant des gros plans de collier. Il y a comme un arbre de vie, puis c'est plutôt du quartz celui-là ou bien? Oui, tout à fait, c'est un quartz ici, on est sur du quartz, du cristal de roche. Cristal de roche. Ouais. Puis je trouve l'assemblage métal-pierre, c'est magnifique. Oui, ça change, ça change. Une belle labradorite? Non, œil de tigre. Œil de tigre. C'était les examens. Ceux qui Carbonel, vous n'aurez pas votre diplôme. Une fois de plus. La protection par les pierres aux éditions Améthyste. Et écrit, ben voilà, je lui donne Émile, nous la connaissons bien. On va voir en gros plan. Amandine Forestier. Waouh, c'est super. Et ça, c'est votre premier livre alors? Oui, mon premier livre qui est sorti l'année dernière, donc vraiment pour répondre à toutes les questions que j'ai en boutique sur la protection, il y a énormément de questions et donc j'ai voulu écrire un livre pour apporter les réponses et pour clarifier un peu les choses, quelle pierre, selon quelle situation, etc. Waouh, c'est super.
Et j'avais écrit également le cahier de vacances qui sort chaque année. Et là, qui est un peu plus ouvert, c'est vraiment plus typé lithothérapie. Et, pour apprendre la lithothérapie de manière ludique en été. C'est basé sur le même exemple que les cahiers de vacances de notre enfance, mais voilà, plus rigolo. Voilà, à chaque fois, vous avez une leçon, Oui. une petite page d'exercice, et vous retrouvez bien évidemment les corrections à la fin. Donc c'est vraiment voilà, pour s'amuser, mais en apprenant. Et tout ça, on peut le trouver sur votre boutique en ligne? Oui, tout ça en boutique en ligne Ouais. ou dans les librairies en général. D'accord. Ouais. Puis autrement sur Améthyste Édition, leur site internet. Et puis, il y a une adresse internet, un site? Alors pour moi, c'est www.amandineforestiermineraux.fr. D'accord. Voilà, les cloches teintes. Je vous ai même dit une bêtise, dans la précipitation, c'est amandineforestier-minéraux.fr. D'accord. Allons se le soigner. Oui, tout à fait. Ouais, je vais mettre la carte devant, je vais la prendre comme ça. Les gens savent où vous trouvez. En tout cas, c'est que du bonheur, hein, de pouvoir voir tous ces artisans, tout ce travail qui est fait ici à l'intérieur de l'abbaye. Hein. Puis moi, je vous remercie infiniment d'avoir pu participer au reportage et de tout ce que vous avez amené avec ces pierres. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà. Et là, on attend la réponse du collectif et puis ça va bientôt être en ligne. Super. Voilà, à bientôt. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, bonjour. Puis merci beaucoup de participer à ce reportage sur les merveilles de la région, quoi. Donc je suis vigneron de métier. Maintenant, à côté, j'avais une activité de maraîchage un petit peu, avec pour le parti estival, les tomates, un petit peu les différents légumes du jardin, pour occuper les serres, parce que c'est des serres qui ont été montées pour produire principalement des fleurs et des plants de légumes. Et puis maintenant, du fait que je suis retraité, j'ai une activité à côté de chambre d'hôte, et ça me permet de pouvoir cuisiner pour faire des repas pour les hôtes avec des produits naturels de la production directe du jardin. Voilà. Donc, super, vraiment. Les tomates, un peu différents légumes pour pouvoir. Et le surplus, c'est des gens, des habitués qui viennent, qui m'achètent les légumes. Donc je fais des produits qui sont sans pesticides, sans rien. Comme c'est des produits sous serre, ça permet de les protéger. Elles n'ont pas besoin d'être traitées pour le mildiou, ça les protège. Puis à Baume-les-Messieurs, donc, ça fait combien de temps que vous êtes là, à l'entrée justement du village, hein? Donc j'ai acheté la maison à Baume. Avant, je suis déjà natif du coin, mais la maison que j'habite, c'est l'ancien presbytère du village. L'ancien presbytère, c'est voilà. Ça, oui. C'était le presbytère qui allait avec l'église, qu'on a à l'entrée du village avec l'église. On avait deux églises au village. On a l'église abbatiale, qui sont les moines propriétaires du monastère et puis des meilleures terres du village. Et puis à côté de ça, vous aviez le curé de paroisse qui habitait la maison que j'ai maintenant, qui est transformée en chambre d'hôte. D'accord, mais ça c'est voilà, super. C'est une grande maison qui maintenant sert à faire à héberger les gens. Donc ça me permet d'avoir du contact avec des gens de tous horizons, de tous bords, qui viennent un peu de France et de Navarre, y compris de l'autre côté de la planète australien et genre comme ça. Donc on a un peu des gens de partout. On a la chance d'habiter un pays qui est très convoité pour les touristes, à la limite presque trop des fois. On est victime de notre succès. Voilà, autrement j'étais vigneron, mais principalement sur Voiteur, Château-Chalon, Menetreux-le-Vignoble, à l'entrée de la vallée, parce que le vignoble de Baume, il était
très répandu. Avant le phylloxéra, il y avait presque 100 hectares de vignes, et puis maintenant il y en a 7 ou 8. D'accord. Et puis c'est plutôt... donc c'est la culture du salvanien principalement. Oui, salvanien qui sert à faire le vin jaune. Et puis après les côtes du Jura blanc, rouge, mais bon, ici la spécialité, on est au sein même de l'appellation, juste à côté de l'appellation Château-Chalon, le vin jaune, tout ça c'est la spécialité du secteur. Ouais, d'accord. Donc le vin jaune se produit dans tout le Jura, mais c'est quand même... le Château-Chalon, c'est un premier cru classé. Voilà. Donc, autrement, bon ben... Et on fait... Je suis retraité, donc... c'est une activité qui m'occupe bien, mais bon, c'est plus... La vigne, c'est fini. Oui, d'accord. Je fais plus de vigne à titre principal. Et puis Baume-les-Messieurs, donc vous êtes là depuis longtemps. C'est quand même un lieu très particulier. Hein. Qu'est-ce qu'on peut ressentir dans des lieux aussi paisibles, quoi? Ben, ça n'a pas été pollué par l'immobilier? C'est des endroits qui ont été choisis du temps de la création de l'abbaye, parce que c'est des endroits qui sont très sauvages, et très repliés, très reculés de tout. Donc, qui sont assez reposants, mais maintenant, bon, le tourisme a quand même... en été... ouais, en été, c'est trop. On est pris d'assaut. Hein. Ouais. Mais bon, à la saison, comme maintenant, au printemps, tout ça, ça reste encore un pays quand même encore aller... On est encore au calme par rapport aux activités citadines. On en est quand même un peu éloigné. Hein. Mais l'été, c'est un peu problématique. Et puis j'ai vu dans la première petite église du village, qu'on voit juste ici, ils ont refait tout le toit en pierre. Hein. Oui, il a été fait en pierre, mais il va être refait. Et il refait encore, d'accord. Il va être refait parce qu'il y a de la malfaçon. Ouais, parce que c'est vraiment des métiers très anciens. Il y a un souci avec la pierre qui n'est pas, de qualité. Poreuse, d'accord. C'est une pierre de Bourgogne qui n'est pas habilitée à ce genre de travaux. Elle est faite pour, elle n'est pas faite pour être mise sur les toits. Et puis ils vont devoir tout changer. Donc il y a pour presque 800 000 € de travaux. Hein. Ah ben d'accord, ouais. En tout cas, je vous remercie déjà infiniment pour ce premier témoignage. Et puis si les gens veulent vous trouver donc pour les chambres d'hôtes, c'est le presbytère Saint-Jean à Baume-les-Messieurs. Hein. Oui, presbytère Saint-Jean à l'entrée du village. À l'entrée du village. À côté de l'église, la vraie église du village. La vraie église du village, d'accord. Parce que l'église abbatiale, c'est pas la vraie, c'est celle qui est vraiment la vraie église, c'est celle qui est à l'entrée, la petite église. Je vous remercie infiniment. Oui. Puis à bientôt. Puis à bientôt. Pas trop fatigué? Pas trop fatigué? Ça tire. Ça tire, hein? Merveilleux travail de Monsieur Vendrillon, vraiment. Tout à la main, bravo. Les tomates vont être contentes. Ben voilà, coucou, nous revoilà. Puis alors là, on est à l'intérieur de l'abbaye. On va aller rejoindre un collectif d'artisans. Ils se réunissent, enfin chacun leur tour, ils tiennent une journée pour faire marcher donc leurs produits, leur travail de qualité. Hein. Puis là, dès qu'on rentre sur la gauche, alors là on découvre Kim Céramique. Kim Céramique. C'est une céramiste à Miéry, à côté de Poligny, qui travaille le raccord. Ouais, c'est une pure merveille, hein, avec des couleurs différentes, vraiment magnifiques.
Bah, bravo Kim, hein. Je pense qu'elle va avoir beaucoup de succès. Puis là, on va passer dans... Oula, il y a beaucoup de couleurs, hein. Alors là, on est vraiment dans du travail de cuir. Voilà, donc ici c'est les cuirs-nez, donc à Besançon. Il y a une grande partie du tannage végétal, et avec voilà, toute une panoplie de maroquinerie. On sent un travail de qualité avec finition extraordinaire. Hein. Wow. Alors on continue le voyage intérieur avec de l'émail sur acier, voilà, apparemment. L'émail Richiflot qui travaille l'émail sur fer. Donc avec différentes représentations, soit des tableaux, soit des reproductions botaniques. Là, c'est les tableaux. Là. Wow. Bah, disons, c'est complet et varié. Hein. Waouh. Très très beau. L'émail sur acier. Et là, on va retrouver le bois. Hein. Le bois, voilà, avec un tourneur qui est installé à Salins-les-Bains. Salins-les-Bains. Oui. Encore un travail magnifique. Alors là, on va être dans la fabrication. Les belles créations d'Anna, qui est installée vers Champagnole, et qui travaille le vêtement et également tout ce qui peut être je dirais la lingerie réutilisable. D'accord. Et qui fait également bonjour, des chaussons et des bavoirs en plus pour la petite enfance. Ouais. Ah bah non, ça a beaucoup de goût, c'est très soigné. Alors, hein. Ah, puis alors là, on retrouve un monde de l'enfance, mais sous une autre forme. Voilà, avec les jouets en bois de Stéphane Gâteau, à Saint-Aubin. Ouais. Beaucoup de puzzles, des tirelires, des lettres en bois. Il y a des jeux. C'est pas le prix. Voilà, et on continue de surprise en surprise. La factrice de perles, donc, qui est installée à Veuville et qui fabrique ses perles de verre et qui les assemble pour faire des bijoux. Oh, que de créativité. Bonjour. Bonjour. Alors quelle belle présentation, hein. À chaque fois. Voilà, on la voit ici. Et puis là, on retrouve donc quelqu'un qu'on connaît déjà. Les drôlipates. Les êtres végétaux qui enchantent le regard de l'enfant intérieur. On se lasse pas de les filmer. La sorcière bien aimée.
Et puis une chose que je vous avais pas demandé, c'est pour percer les, par exemple, un maïs ou une lentille, il faut quoi, une aiguille chauffée? J'utilise un petit forêt. Un forêt, et ça suffit? Ouais. Bah dis donc, ouais. L'autre fois, je me disais, mais comment peut-on percer une lentille? Ouais, alors non, il doit être petit alors, hein. Waouh. Ouais, je crois qu'on a fait le tour, hein. On va rester sur une... Voilà, tiens. Une musicienne. Là, ça, c'était vraiment tout le travail qu'il y a au collectif d'artisans dans l'abbaye, quoi. Que je vous conseille vraiment à visiter. Hein. Bonjour.